Autant l'admettre, la plupart des tombes anciennes ont été profanées au moins une fois. Quelles qu'aient été les rumeurs entourant leur malédiction, la plupart des momies ont également été démaillotées. À une exception, la momie Bashiri demeure intacte et suscite un tel trouble que nul n'ose en percer les secrets. Voici Howard Carter, un nom qui vous est sans doute familier si vous vous intéressez à l'Égypte ancienne. On le connaît surtout pour avoir mis au jour, en 1922, la tombe du pharaon Toutankhamon. Mais rares sont ceux qui savent qu'avant cette découverte majeure, il aurait peut-être trouvé une autre momie. Cette découverte remonte à 1919 et porte divers noms, la momie de Bashiri, celle de Pachéry ou encore l'Intouchable. Selon certains témoignages, Carter aurait croisé son chemin dans la vallée des rois, précisément là où il exhumera plus tard le tombeau de Toutankhamon. Pourtant, cette momie demeure enveloppée de mystère. Ce n'est pas la superstition qui l'a protégée, mais la crainte de provoquer un tort irréparable. Personne ne peut garantir qu'un geste malencontreux pourrait être corrigé. Si finement emmaillotée, elle n'a jamais été déroulée. Les chercheurs redoutent de causer un dommage irréversible à son enveloppe funéraire. Il existe une règle d'or chez les spécialistes des antiquités. Si vous n'êtes pas absolument certain de pouvoir restaurer ou préserver un objet tel quel, abstenez-vous d'y toucher. L'histoire regorge d'exemples de trésors anciens irrémédiablement défigurés, comme le tristement célèbre Ecce Homo, ou la statue au sourire maladroitement restaurée. Le tissu fragile recouvrant son visage arbore un motif singulier, évoquant la forme stylisée d'une pyramide. Bien que les experts restent prudents, il pourrait s'agir d'un cas unique dans l'art de l'embaumement. Toutefois, sans en maîtriser la technique d'origine, le dérouler puis le restaurer sans l'abîmer semble quasiment impossible. Autrefois, qu'ils soient érudits ou pillards, les hommes n'hésitaient pas à défaire les bandelettes funéraires, souvent dans un but d'étude. Aujourd'hui, la technologie nous permet d'examiner le contenu des sarcophages avec précision, sans avoir à altérer ni ouvrir la moindre enveloppe. Après un examen approfondi de la momie de Bashiri, les chercheurs ont pu déterminer qu'elle appartenait à un homme mesurant environ 1,67 m et ayant vécu durant l'ère ptolémaïque, soit entre 305 et 30 avant notre ère. Cela signifie que cette dépouille remonte à quelques 2300 ans. Le musée égyptien a révélé que les radiographies avaient permis de déceler une inscription portant le nom du défunt, bien qu'il demeure difficile d'affirmer s'il s'agissait de Pachéry ou de Nenu, ce qui ne fait qu'ajouter au mystère. Le musée a également tenu à souligner que le luxueux coffret renfermant la momie était orné de scènes richement illustrées. On y distingue le corps du défunt allongé sur un lit funéraire, encadré par les déesses Isis et Nephthys, ainsi que par les 4 fils du dieu Horus. À ses pieds figurent en outre 2 représentations d'Anubis. Il convient de noter que la momie de Bashiri n'est pas la seule à avoir conservé son intégrité. C'est également le cas d'Isetem-Kebde. L'archéologue français Gaston Maspero, soucieux de préserver son repos, avait en effet choisi de ne pas ouvrir sa momie, tant son état de conservation était remarquable. Il avait toutefois précisé que la tombe avait été jadis mise à sac. Les radiographies ont permis d'approfondir notre connaissance de cette momie. Les images ont révélé la présence de plusieurs objets enfouis avec elle, notamment des amulettes autour de son cou, de son bras droit et de son front. Il s'agissait de l'épouse d'un grand prêtre. Ces radios ont également mis en évidence des problèmes dentaires et une arthrite touchant ses genoux. Si l'on sait qu'elle est morte à un âge avancé, il reste difficile d'en déterminer la précision. Mais divers documents datant du règne de son fils attestent de la haute estime dans laquelle elle était tenue au sein du royaume. Isetem-Kebde n'était autre que la sœur épouse de Pinedjem II. Vous avez bien saisi? Ils étaient à la fois conjoints et liés par le sang. Une telle union, aussi choquante puisse-t-elle paraître aujourd'hui, visait à préserver la pureté du sang royal. Un raisonnement comparable à celui des Habsbourg, dont la quête obsessionnelle de pureté aboutit à la consanguinité et à la tristement célèbre mâchoire des Habsbourg. Il ne nous appartient pas de juger les normes ou les pratiques de l'Égypte antique, mais ce que l'on peut affirmer sans réserve, c'est que tant Bashiri qu'Isetem-Kebde ont eu la chance exceptionnelle de demeurer intacts. Toutankhamon, pour sa part, n'échappa pas à l'acharnement méthodique des chercheurs, au prix de nombreuses dégradations. Bien que la sépulture de Toutankhamon ait été mise au jour dès 1922, il fallut attendre l'année 1925 pour que les cercueils emboîtés soient ouverts lors d'une campagne de fouilles. Le premier, maintenu fermé à l'aide d'épingles en argent, dissimulait un second cercueil, anthropomorphe, décoré de verres colorés et de guirlandes florales. Des inquiétudes entouraient dans la momie royale, car elle avait été exposée à l'humidité. Le cercueil intermédiaire, dépourvu de poignée et particulièrement lourd,
exigeait une extrême prudence lors de sa manipulation. Le 28 octobre 1925, en ouvrant le cercueil intérieur, en or massif et enveloppé d'un tissu rouge, les chercheurs découvrirent enfin la momie du souverain. La momie de Toutankhamon, longue d'environ 185 cm, épousait presque parfaitement les dimensions du cercueil intérieur, qui en mesurait 188. Vous l'aurez deviné, cette marge minime posait un réel problème. Extraire un corps aussi ancien, fragile et desséché d'un espace aussi restreint relevait d'un véritable défi, tant les risques d'endommagement étaient grands et la maniabilité quasi nulle. L'aspect de la momie soulevait des soupçons, elle était d'un noir de jais. Howard Carter, responsable des fouilles, estima qu'environ 2 seaux d'huile avaient été versés sur le corps. Toutefois, on avait soigneusement évité d'en asperger le masque et les pieds, probablement dans l'intention d'assurer une meilleure conservation. Le corps reposait dans le cercueil avec une légère inclinaison, et la différence de concentration d'huile entre les deux côtés laissait penser que le cercueil avait peut-être basculé lors de sa mise en place dans le sarcophage. Ce liquide, en réagissant avec le temps, généra de l'humidité puis des réactions chimiques internes. Carter qualifia ce phénomène de combustion spontanée lente, qui entraîna la carbonisation progressive des bandelettes de lin. Hélas, la chaleur et l'humidité combinées n'épargnèrent pas les ornements funéraires. Le sceptre et le fléau se désintégrèrent, le scarabée en résine se fissura, et les fils retenant les mains ainsi que les bandelettes commencèrent à se désagréger, rendant l'ensemble du dispositif extrêmement fragile et instable. Avec le temps, les huiles s'étaient solidifiées, agissant comme une colle entre la momie, son masque et le fond du sarcophage. Pour tenter de les séparer, les archéologues exposèrent les cercueils au soleil durant plusieurs heures, atteignant une température de 65 degrés. Malgré cette tentative, la momie resta figée, et l'examen dut être réalisé sur place, sans pouvoir la déplacer. L'examen de la momie commença par les jambes et les pieds, les chercheurs ayant choisi de procéder de bas en haut. En déroulant avec précaution les premières bandelettes, ils mirent au jour le premier d'une série de trésors enveloppés aux côtés du souverain. Chaque découverte fut méthodiquement photographiée et dûment répertoriée, dans le respect des exigences de la documentation archéologique. Les couches internes des bandelettes étaient en mauvais état, largement réduites en poussière, ce qui compliquait la compréhension de leur agencement initial. Néanmoins, les méthodes employées restaient conformes à celles observées dans d'autres momies nobles de l'époque, avec de nombreux coussinets en lin pliés servant à modeler le torse et les cuisses. Les bandelettes extérieures et intérieures étaient confectionnées en lin fin, tandis que les couches médianes étaient plus grossières. Un bandage complexe entourait les épaules, la poitrine et la région de l'aine. Chaque membre, ainsi que les doigts et les orteils, recouverts de capuchons d'or, étaient enveloppés séparément. De plus, Toutankhamon portait des sandales en feuilles d'or aux pieds. Les chercheurs espéraient pouvoir séparer la momie du cercueil en retirant simplement les bandelettes extérieures, mais la résine avait solidement collé le corps au bois. Ils durent donc procéder à un dégagement mécanique, sectionnant le torse au niveau des hanches et désarticulant les bras pour continuer le démaillotage. Pour stabiliser les différentes parties, chaque segment fut traité à la cire de paraffine chaude, puis les mains et les pieds furent réassemblés à l'aide de résine. La tête, collée au masque funéraire, fut détachée avec des couteaux chauffés. Afin d'examiner la dentition, une incision fut pratiquée autour de la mâchoire et du cou, réparée ensuite à la résine. Techniquement, les scientifiques firent tout ce qui était en leur pouvoir pour préserver la momie. Pourtant, malgré leurs efforts, elle subit des dommages irréversibles. Et vous, qu'en pensez-vous? Auraient-ils dû la laisser dans son sarcophage ou ont-ils agi à bon escient? Partagez votre avis dans les commentaires. Pendant plus de 3000 ans, le masque d'or du pharaon Toutankhamon est resté caché dans la vallée des rois. Cet artefact, qui mesure environ 54 cm de haut, témoigne de l'habileté et de l'art des anciens Égyptiens. Mais personne ne s'attendait à ce que les rayons X révèlent son plus grand secret. Le roi Toutankhamon a été le dernier souverain de sa famille au cours de la 18e dynastie. Il est monté sur le trône à l'âge de 9 ans, mais n'a régné que 10 ans avant de s'éteindre inopinément. Pour être honnête, dans l'Égypte ancienne, il a été oublié par les souverains qui lui ont succédé. Son tombeau n'était pas très important pour eux, à tel point que même les pilleurs de tombes l'ont oublié. Cela peut sembler un peu triste, mais en réalité, c'est une excellente nouvelle pour nous. Comme son tombeau était pratiquement oublié, il a fini par être parfaitement préservé. Alors que les autres tombes de la vallée des rois ont été pillées, la sienne est restée scellée et intacte. Ainsi, lorsqu'elle a été découverte en 1922,
Elle contenait plus de 5000 objets précieux. Cela a fait de Toutankhamon une célébrité instantanée et l'un des pharaons les plus connus de notre époque. Parmi ces trésors se trouvait la pièce la plus étonnante, son masque d'or. Ce masque est censé être l'image exacte du visage du roi, ou du moins était-il censé l'être, mais nous y reviendrons plus tard. Le but de cette représentation exacte de son visage était de s'assurer que son âme le reconnaîtrait dans l'au-delà et reviendrait dans son corps momifié. Selon les anciennes croyances égyptiennes, cela lui permettrait de continuer à vivre dans l'au-delà. Le masque semblait avoir été incroyablement difficile à réaliser, mais sa réelle complexité n'a été révélée que bien des années plus tard. Les premières radiographies du masque ont été réalisées en 1967. À l'époque, ces scans étaient principalement motivés par des raisons pratiques. La conservation. Le masque partait pour une exposition à Paris. C'était la première fois qu'il quittait l'Égypte. Ces images permettraient de constater les éventuels changements survenus au cours de l'exposition. En outre, elles pouvaient donner des indications sur la manière dont le masque avait été fabriqué. Mais à l'époque, on ne se rendait sans doute pas bien compte de la complexité de sa construction. Les orfèvres égyptiens n'utilisaient pas les techniques de soudure modernes. Alors, comment ont-ils fabriqué ce masque ? De nouvelles radiographies effectuées en 2007 nous ont apporté quelques réponses. Il s'avère que les Égyptiens n'utilisaient pas d'or pur, qui est de 24 carats. Le masque était en fait réalisé en or 23 carats, c'est-à-dire mélangé à un autre matériau. Les spécialistes ont ainsi découvert que ces feuilles d'or contenaient une petite quantité de cuivre, un métal rouge-brun. Cette opération visait probablement à rendre le matériau plus souple et plus facile à façonner. Il modelait ensuite les feuilles d'or en les chauffant et en les martelant à plusieurs reprises. Mais le masque renferme un autre secret qui n'a été découvert qu'en 2015. L'année précédente, le personnel du musée égyptien du Caire préparait l'exposition du masque lorsque sa longue barbe fut accidentellement arrachée. Selon un autre scénario, la barbe se serait détachée au fil du temps et serait tombée toute seule. Quoi qu'il en soit, le fait que la barbe du roi Toutankhamon se soit détachée a causé beaucoup de tension. Après tout, il s'agit de l'une des plus grandes attractions touristiques du Caire, et les experts devaient donc régler le problème très rapidement. Le processus de restauration a commencé par un relevé détaillé de l'état du masque. Pour ce faire, ils ont dû effectuer un scan tridimensionnel complet de l'artefact. Et par hasard, ils ont trouvé quelque chose de très intéressant à l'intérieur. Dans la barbe royale se trouve un tube en or, une structure intrigante que les Égyptiens ont probablement utilisée pour attacher la barbe au reste du masque. Cela prouve une fois de plus que le processus de fabrication de ce masque était encore plus complexe que ne le pensaient les experts. Mais les mystères ne s'arrêtent pas là. Vous vous souvenez que nous avons dit que le masque était censé représenter parfaitement le visage du roi Toutankhamon? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Certaines théories populaires suggèrent que le masque n'a jamais été conçu pour lui, et qu'il a été fabriqué pour quelqu'un d'autre. Une étude publiée en 2015 suggère qu'il aurait initialement été confectionné pour une femme pharaon, sa belle-mère supposée, la célèbre et magnifique reine égyptienne Néfertiti. L'indice le plus probant provient d'une inscription sur le masque. À première vue, elle semble bien se référer à Toutankhamon, mais après un examen approfondi, les chercheurs ont remarqué que quelque chose d'autre avait été écrit sous le nom du roi. Le cachet du nom royal semble avoir été modifié. À l'origine, il portait une inscription que l'on a traduite par « Reine Néfertiti ». Une autre caractéristique du masque d'or de Toutankhamon, passé inaperçu pendant des années, ajoute encore au mystère. Comme nous l'avons déjà mentionné, les experts pensent que les pharaons qui lui ont succédé ne le respectaient pas beaucoup. Les oreilles percées sur le masque sont l'un des indices qui ont amené les archéologues à cette conclusion. Certains chercheurs pensent que le roi Toutankhamon n'aurait pas porté de boucle d'oreille après son enfance. Ainsi, selon leur théorie, lorsqu'il est décédé à l'âge de 18 ans, il n'aurait pas dû être représenté avec les oreilles percées. Cela pourrait également confirmer l'idée que le masque appartenait à l'origine à Néfertiti, ou peut-être à quelqu'un qui n'était même pas lié au roi Toutankhamon. Mais le masque n'est pas la seule source de mystère. En fait, sa tombe entière est truffée d'énigmes. Récemment, des historiens ont découvert un indice indiquant que l'endroit où le roi Toutankhamon était censé être enterré avait été changé à la dernière minute. Pendant des années, les experts se sont demandé pourquoi un pharaon qui a régné pendant 9 ans
avait fini dans une tombe aussi simple. Comparée à la grandeur des tombes d'autres pharaons, sa tombe semble un peu ordinaire. L'idée qu'un roi comme Toutankhamon puisse avoir un lieu de repos aussi banal ne correspond pas au pouvoir et à l'importance qu'il devait avoir dans l'Égypte ancienne. Alors, que s'est-il passé? Apparemment, cela pourrait avoir un rapport avec son successeur, le pharaon Haï. Après la mort du roi Toutankhamon, les chercheurs pensent que Haï a fait en sorte de l'effacer de l'histoire de l'Égypte. Une théorie suggère donc qu'il est probablement à l'origine de la décision rapide de placer le corps du roi Toutankhamon dans une tombe plus petite et moins impressionnante. Lorsque les experts ont examiné la tombe d'Haï, ils ont trouvé quelque chose d'intéressant. Un grand mur recouvert de peintures représentant des babouins. Il s'agit du même type d'œuvre d'art que celle que l'on trouve dans la tombe de Toutankhamon. Il semble que ce soit la même personne qui ait choisi les œuvres d'art pour les deux tombes. La conception et la décoration des deux tombes sont presque identiques, ce qui suggère qu'une main commune les a réalisées. Mais il y a une différence essentielle. La tombe d'Haï est digne d'un roi. Elle est beaucoup plus grande et plus somptueuse, même si le style et les œuvres d'art sont similaires à ceux du tombeau de Toutankhamon. Cette théorie suggère donc qu'Haï aurait décidé du contenu des deux sépultures. Comme Toutankhamon est décédé subitement à un jeune âge, son grand tombeau n'a pas été achevé à temps. Habituellement, les pharaons entreprenaient la construction de leur tombe de leur vivant, afin de s'assurer que tout soit parfait. Mais Toutankhamon est décédé alors qu'il n'avait que 18 ans, et le temps lui a donc manqué. Et a peut-être profité de la situation pour commander une tombe plus petite pour Toutankhamon et garder la plus grande pour lui. Les experts pensent que cette théorie expliquerait pourquoi la tombe de Toutankhamon est si simple et comment Haï a réussi à effacer sa mémoire de l'histoire si facilement. En fin de compte, l'histoire du masque et du tombeau du roi Toutankhamon est empreinte de mystère et d'intrigue. Chaque nouvelle découverte jette un peu plus de lumière sur ce qui s'est réellement passé il y a tant d'années. Mais une chose est sûre, l'Égypte ancienne a encore bien des secrets à nous livrer. Et le roi Toutankhamon continuera de fasciner les hommes dans les années à venir. Lorsqu'on entend le mot « momie », ça donne parfois froid dans le dos. En effet, la plupart d'entre nous associent ce mot à ces personnages effrayants que nous avons vus dans des films d'horreur. En réalité, les momies nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur les civilisations anciennes, sur ceux qui les gouvernaient, et sur la façon dont les gens vivaient à la perte de leurs proches. Les Égyptiens de l'Antiquité, qui croyaient qu'une certaine forme d'existence après la mort était possible si certaines conditions étaient respectées, sont le peuple le plus connu au monde pour ses momies. Ceux-ci préservaient effectivement les corps humains par le biais du processus de momification et plaçaient les momies dans des tombeaux équipés, un peu comme s'il s'agissait d'appartements. Pourquoi ce peuple y croyait-il? Eh bien, parce que la plupart étaient profondément liés à leur environnement naturel. Les Égyptiens étaient pleinement conscients des cycles naturels autour d'eux, comme le lever du soleil chaque jour ou de la lune la nuit, mais aussi de la façon dont la vie renaissait des plantes dans un cycle perpétuel, même à voir faner. Ils croyaient également que le puissant esprit Osiris, qui représentait le cycle de la disparition et de la résurrection, jouait un rôle dans ce processus. Pour se préparer à l'au-delà, les Égyptiens de l'Antiquité suivaient certains rituels, comme la momification, qui consistait à utiliser des éléments aussi variés que le miel, les résines ou encore l'encens pour préserver les corps. Aucune momie n'est plus célèbre que celle du roi Tut, Toutankhamon. Ce jeune pharaon régna sur l'Égypte il y a plus de 3000 ans. Un problème majeur lors de la découverte des tombes royales, et que la plupart ont déjà été pillées au moment où on les retrouve. Le peuple savait que les souverains laissaient de nombreux objets de valeur à leur côté après leur mort, ce qui rendait ces lieux de sépulture vulnérables face aux voleurs. Étonnamment, lorsque la tombe du roi Tut fut ouverte en 1922, les gens se réjouirent, car elle n'avait pas été volée à l'instar de beaucoup d'autres tombes royales. C'est dire à quel point elle était bien cachée. À l'intérieur, sa momie était enfermée dans 3 cercueils au total, dont un en or. Les objets trouvés dans sa tombe furent très révélateurs de ce qu'était l'Égypte antique. L'étude de sa momie nous a également permis d'en savoir plus sur la culture et les pratiques en vigueur à l'époque où il est décédé. Enfin, les recherches liées à son ADN nous ont conduit à obtenir des informations sur sa famille. En outre, les scientifiques purent découvrir qu'il avait, par exemple, souffert de la maladie appelée le paludisme, et d'un problème au pied susceptible de l'avoir gêné lorsqu'il marchait.
Ramsès II est un autre pharaon égyptien qui a régné pendant 68 ans, ce qui n'était pas rien à l'époque. Il est connu pour ses campagnes militaires d'expansion et ses réalisations architecturales. De nombreuses preuves datant de son règne existent encore aujourd'hui, notamment une grande statue à son effigie. Ramsès II mesurait environ 1,80 m et a vécu jusqu'à l'âge de 90 ans. Après avoir examiné sa momie, les scientifiques conclurent qu'il souffrait peut-être d'une maladie affectant sa colonne vertébrale. Vous vous souvenez des voleurs que j'ai évoqués plus haut? C'est probablement à cause de ces derniers que Ramsès II termina dans le cercueil ordinaire d'une collection secrète de momies royales à Deir el-Bahari, qui a été redécouverte en 1881. Heureusement, les archéologues purent l'identifier, car ses voyages avaient été consignés sur ce qui l'enveloppait. Le processus de momification était très fastidieux. En effet, dans l'Égypte antique, la momification pouvait durer jusqu'à 70 jours. Une personne dédiée prononçait un discours très spécifique, tout en manipulant délicatement le corps et en le séchant à l'aide d'une sorte de sel appelé natron. On utilisait également du lin et de la résine pour que le corps paraisse plus vivant et pour l'envelopper dans un tissu. La tombe était tout aussi importante que la momification pour les Égyptiens de l'Antiquité. Les parois de la tombe du roi Tut, par exemple, étaient ornées d'œuvres d'art complexes représentant son voyage dans l'au-delà, depuis sa procession funéraire jusqu'à son passage aux enfers. Les Égyptiens antiques pensaient que tout le monde faisait ce voyage après sa mort et remplissaient donc les tombes d'objets et de peintures pour aider les défunts au cours de leur voyage spirituel. En outre, les murs de la tombe étaient décorés de formules tirées d'un livre spécial qui contenait une série de poèmes dont les Égyptiens pensaient qu'ils aideraient les gens à atteindre l'au-delà. Fait soulignant l'importance de ce voyage, les gens plaçaient même de la nourriture dans ces tombes antiques. Dans la tombe du roi Tut, les archéologues découvrirent 36 jarres de boissons antiques et 8 paniers de fruits, déposés là pour l'aider dans son voyage vers l'au-delà. Les Égyptiens pensaient que le voyage vers l'au-delà prenait beaucoup de temps et laissaient donc des provisions conséquentes pour soutenir leurs proches. Les pharaons possédaient généralement de nombreux vêtements luxueux et de beaux bijoux dans leurs tombes afin de s'assurer que leur tenue serait à la hauteur de leur statut lors de leur voyage. On a retrouvé des vêtements en lin tels que des tuniques, des écharpes, des gants et des coiffes. De nombreux bijoux en or ornés de pierres précieuses, des bracelets aux boucles d'oreilles, en passant par des colliers et des bagues, mais aussi des représentations d'insectes censés les protéger. Certaines tombes contenaient même des éventails en ivoire et en plumes d'autruche pour les garder au frais dans l'au-delà. Aussi fou que ça puisse paraître, certains souverains de l'Antiquité furent placés dans leurs appartements éternels avec des bateaux. Par exemple, le pharaon Khufu fit construire la grande pyramide de Gizeh pour en faire son tombeau, et un grand bateau fut retrouvé à l'intérieur. Le roi Tut, quant à lui, fut enterré avec plusieurs pagis de bateaux, mais pas de bateau à proprement parler. À la place, il avait 3 chars et de nombreux bâtons de marche en matériaux précieux, ce qui indique peut-être qu'il souhaitait se rendre dans l'au-delà par la terre et non par l'eau. Parmi les objets les plus intéressants trouvés près des momies antiques, on trouve des flacons d'huile et de parfums. Si les souverains étaient censés toujours être à la dernière mode, pourquoi ne pas sentir bon par la même occasion, n'est-ce pas? Certains d'entre eux possédaient également des jeux de société, la plupart fabriqués dans des matériaux précieux, comme l'or ou l'ivoire. L'un de ces jeux, le Senet, était très populaire en Égypte antique et ressemblait beaucoup aux échecs modernes. Les Égyptiens de l'Antiquité ont peut-être les momies les plus célèbres, mais ce ne sont pas ceux qui inventèrent la momification. En réalité, tout commença en Amérique du Sud, avec un peuple ancien appelé Chinchorro. D'après ce que nous savons aujourd'hui, ce peuple fut le premier à momifier ses proches défunts et suivirent cette tradition pendant environ 2000 ans avant que les Égyptiens ne commencent leur propre rituel. Certes, l'étude de ces momies permet d'en apprendre beaucoup sur les souverains de l'Antiquité, mais jusqu'à récemment, nous n'avions encore aucune idée de ce à quoi les défunts ressemblaient vraiment de leur vivant. Cependant, il n'y a pas si longtemps que cela, des peintures de momies très particulières furent découvertes par des archéologues qui étudiaient des objets égyptiens antiques. Ces portraits de momies sont des peintures très détaillées d'individus réalisés de leur vivant. Ils étaient souvent peints sur du bois, contrairement aux portraits sur toile classiques que nous connaissons tous. Ces portraits sont appréciés pour leur réalisme et leur beauté,
et ont même été utilisés par des chercheurs pour diagnostiquer des maladies en les comparant aux momies correspondantes. Certains de ces portraits comportent également des représentations de bijoux qui ont été retrouvés plus tard sur les momies. La découverte récente de ces portraits de momies en Égypte centrale revêt une grande importance, car c'est la première fois depuis plus d'un siècle que de telles peintures sont retrouvées. Les momies sont apparues partout dans le monde de manière naturelle. En effet, la momification peut se produire sans que l'homme n'intervienne, en raison de conditions naturelles. Par exemple, des environnements extrêmement froids ou chauds, des endroits où l'oxygène manque, ou une exposition accidentelle à des produits chimiques qui préservent le corps. Les conditions que je viens de citer ne permettent pas aux bactéries de se développer, ce qui fait que le corps reste plus ou moins intact. Le célèbre Otzi est l'une de ces momies. Nous savons aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme ayant vécu il y a environ 5000 ans en Europe, mais lors de sa découverte dans les Alpes en 1991, les autorités autrichiennes crurent d'abord qu'il s'agissait d'un alpiniste moderne en raison de la bonne conservation du corps. Cependant, après avoir retiré l'homme des glaces du glacier, il fut établi qu'il datait en fait de l'âge du cuivre. Les chercheurs ont mis au jour d'anciens artefacts tout près de la sépulture de Toutankhamon. Il s'avère que ce lieu de repos, supposément réservé à l'élite, s'apparente plus à une nécropole commune, abritant une douzaine de cercueils en bois datant d'environ 3600 ans. D'accord, j'ai peut-être un peu exagéré. Ces 11 tombes ne se trouvaient là pas exactement à côté de celles de Toutankhamon, mais relativement proches, aux abords de la ville de Luxor. Les découvertes récentes dans les sépultures égyptiennes apportent de précieuses indications sur la vie quotidienne dans l'Égypte antique, et contre toute attente, il apparaît que les Égyptiens partagèrent de nombreuses similitudes avec nos civilisations modernes. Les femmes arborent ainsi des parures depuis la nuit des temps, et les archéologues ont exhumé un collier d'une remarquable finesse, composé de 30 perles d'améthyste et de 2 perles d'agate, ainsi qu'un pendentif en forme de tête d'hippopotame, probablement très prisé à l'époque. Les chercheurs ont également découvert 2 miroirs en cuivre, l'un doté d'un manche sculpté en forme de lotus, l'autre orné de la déesse Hathor, associée au ciel, à la féminité, à la fertilité et à l'amour. Ces fouilles récentes aux abords du tombeau de Toutankhamon ont révélé une découverte saisissante. Pour la première fois depuis des millénaires, des vestiges du temple funéraire de la reine Hatshepsut ont été mis au jour. Essayez donc de le répéter rapidement 10 fois. Finalement, oubliée. Considérée comme la 2e femme à avoir régné en tant que pharaon, cette souveraine exerça son pouvoir avec courage et sagesse, laissant un héritage aussi durable que la pierre. Son temple, enfoui durant des siècles, constitue désormais une fenêtre précieuse sur une époque marquée par les intrigues et la ferveur spirituelle. Les archéologues ont exhumé plus de 1000 blocs de pierre richement ornés en périphérie du temple funéraire d'Hatshepsut. Peu de femmes réussirent à accéder au trône dans l'Égypte antique. À proximité, une autre tombe a été découverte. Elle appartenait à Djehutimès, intendant du palais de la reine Tétichéri. La reine Hatshepsut semble avoir bien plus de tombes, ou plutôt d'atouts, cachés dans sa manche. Contrairement aux pyramides, ces tombes ont été directement creusées dans la roche, illustrant une approche singulière de la préservation de l'âme dans l'au-delà. Les fouilles ont permis d'exhumer plusieurs objets anciens fascinants. Des jouets en argile, des masques de momies, des scarabées ailés et quelques amulettes. Malheureusement, il est probable que bien d'autres artefacts aient disparu au fil des siècles, car des visiteurs moins scrupuleux que les archéologues ont exploré le site avant eux. Il y a fort à parier que des pillards aient mis la main sur certaines pièces de grande valeur. Pourtant, ils ont laissé derrière eux quelques vestiges intéressants pour les chercheurs, notamment des poteries destinées aux offrandes de pain et de viande, ainsi que des arcs, suggérant un lien entre les propriétaires de ces tombes et l'armée égyptienne. En parlant de protection de l'âme, elle est bien plus essentielle qu'on ne pourrait le croire, surtout lorsqu'on se promène aux abords de Luxor à la recherche de secrets enfouis. Vous n'êtes pas du genre à craindre la malédiction de Toutankhamon, n'est-ce pas? Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé à ceux qui l'ont bravé, mais n'allez pas tout prendre au pied de la lettre. Pendant des années, certains égyptologues, en particulier ceux qui prêtaient foi au paranormal, ont été convaincus qu'une malédiction pesait sur les découvertes liées à Toutankhamon. Cette croyance prenait racine dans la mort brutale et inexpliquée de plusieurs membres de l'équipe ayant exhumé son tombeau en 1922. Puisqu'aucune explication scientifique évidente ne justifiait ces décès, il était plus simple de les attribuer à une force surnaturelle
et d'éviter de se poser davantage de questions. Or, il semble que cette fameuse malédiction ne soit qu'un mythe. En réalité, ces décès pourraient être liés à l'exposition à des radiations mortelles. Mais d'où provenaient-elles? Après tout, si la radioactivité fut découverte au XIXe siècle, il est difficile d'imaginer que les anciens Égyptiens aient eu accès à du radium pour illuminer le tombeau de Toutankhamon d'une lueur inquiétante. Alors, quelle est la véritable explication? Il se pourrait que des déchets toxiques soient à l'origine de ces morts mystérieuses. Des niveaux élevés de radiation issus de l'uranium et d'autres substances dangereuses auraient été piégés dans le tombeau depuis plus de 3000 ans. D'ailleurs, il se murmure que la chambre funéraire de Toutankhamon contiendrait encore aujourd'hui des taux de radiation si élevés que toute personne y pénétrant risquerait de développer une maladie incurable due à tant d'exposition. Et si cela vous semble exagéré, dites-vous que vous pourriez frôler un niveau de contamination similaire si vous laissez moisir des restes de nourriture au fond de votre frigo pendant un mois. Toutefois, cette radioactivité ne se limite pas au tombeau de Toutankhamon. La recherche d'artefacts égyptiens est proprement fascinante mais tout aussi périlleuse. De nombreuses tombes de l'Ancien Empire affichent des niveaux de radiation anormalement élevés. Les compteurs Geiger ont détecté des radiations sur 2 sites proches des pyramides de Gizeh, et du radon, un gaz radioactif, a été relevé dans plusieurs tombes souterraines de Saqqara. Il est probable que les bâtisseurs de ces sépultures aient eu conscience de ces toxines. Des avertissements gravés sur les murs mettent en garde contre une mort inévitable pour quiconque ose profaner ces lieux. L'une des inscriptions prévient « Quiconque violera ce tombeau périra d'un mal qu'aucun médecin ne saura comprendre ». D'autres formules évoquant l'interdit causé par des esprits maléfiques ont sans doute renforcé la peur de ces malédictions antiques. Depuis toujours, ces avertissements intriguaient les archéologues. Mais un événement survenu il y a un siècle a ravivé la crainte des malédictions. En 1922, peu après l'ouverture du tombeau de Toutankhamon, Lord Carnarvon, qui avait financé l'expédition, mourut dans des circonstances mystérieuses, de même que de nombreuses personnes ayant exploré la tombe. Arthur Weigel, un égyptologue britannique présent lors de l'ouverture du tombeau, est d'ailleurs considéré comme l'un des artisans du mythe de la malédiction. Ironie du sort, il mourut prématurément en 1934, alors qu'il n'avait qu'une cinquantaine d'années. Certains avancent que son décès pourrait être lié à une exposition prolongée aux radiations. Sur les 26 personnes présentes lors de l'ouverture, 6 périrent dans les 10 années suivantes. Toutefois, ces disparitions ne sont pas toutes imputables aux rayons X. Les causes variaient: asphyxie, AVC, insuffisance cardiaque, pneumonie et même empoisonnement. Sinistre, n'est-ce pas? Pourtant, un homme semble avoir échappé à cette prétendue malédiction. Howard Carter, l'archéologue qui dirigeait les fouilles. Pour certains, sa survie prouvait que cette légende n'était qu'un mythe. Après sa découverte, Carter publia plusieurs ouvrages avant d'abandonner progressivement l'archéologie pour le commerce d'antiquités destinées aux musées. Toutefois, certains pensent que la malédiction l'a frappé d'une autre manière. Une rumeur persistante le lie à Evelyn, la fille de Lord Carnarvon. On raconte qu'il l'aimait éperdument, mais qu'elle épousa un autre homme. Désespéré, il aurait choisi de rester célibataire jusqu'à la fin de sa vie. Une autre forme de malédiction, plus subtile, mais tout aussi cruelle. D'autres ont affirmé qu'ils avaient eu une liaison durant son séjour en Égypte, mais que tout s'était terminé avec la mort de son père et son départ définitif du pays. Néanmoins, ces récits manquent de preuves. Evelyn n'avait que 6 ans lorsqu'ils se sont rencontrés, et leur relation est restée cordiale jusqu'à la fin. Présente à ses funérailles, elle faisait partie des rares invités, mais elle a nié toute romance, affirmant qu'ils n'étaient pas si intimes. 1 an après la découverte de la tombe de Toutankhamon, Evelyn épousa le politicien Sir Brograve Beauchamp et eut une fille. Cette même année, Beauchamp visita la sépulture avec ses parents, sous la conduite de Carter. Ce dernier ne se maria jamais, et, hormis ses spéculations posthumes autour d'Evelyn, aucune autre relation amoureuse ne lui fut attribuée. Si la légende de la malédiction ajoute une touche intrigante à son histoire, son tempérament distant vis-à-vis des relations était déjà évident bien avant l'ouverture du tombeau. Carter n'était tout simplement pas quelqu'un de sociable. En 1939, après un long combat contre la maladie, il finit par succomber. Il avait 64 ans, une espérance de vie tout à fait ordinaire au Royaume-Uni à cette époque, si bien que personne ne jugea sa mort suspecte ni ne l'associa à une quelconque malédiction. À son décès, on découvrit que plusieurs artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient en sa possession, dans son appartement londonien. Ceux-ci furent finalement restitués à l'Égypte, événement que certains interprétèrent comme la conclusion de la malédiction. Peut-être que s'il n'avait pas conservé ses souvenirs chez lui,
il aurait vécu bien plus longtemps. Quant aux autres décès, ils conservent une part de mystère. La théorie de la malédiction a sans doute été renforcée par des événements troublants survenus lors des fouilles. Carnarvon développa une grave infection après une simple piqûre de moustique. Et au moment de l'ouverture du tombeau, le Caire connut une panne de courant inexplicable suivie d'une tempête de sable. En Angleterre, le chien de Lord Carnarvon, Suzy, s'échappa de la demeure et se mit à aboyer frénétiquement, sans raison apparente, du moins si l'on en croit les témoins. Plus étrange encore, au moment exact où son maître rendit son dernier soupir, l'animal poussa un hurlement avant de s'effondrer, inerte. Peut-être que les radiations n'ont finalement joué aucun rôle et que les anciens artefacts du tombeau de Toutankhamon étaient réellement porteurs d'une malédiction. Troublant, n'est-ce pas? Une découverte macabre a été faite en Égypte il y a quelques années. Vous voulez en savoir plus? 16 mains humaines, soigneusement enterrées dans 4 fosses sinistres. À première vue, elles ne ressemblaient pas vraiment à des mains humaines, car elles étaient anormalement grandes. Mais c'étaient bien des mains d'hommes. Bizarrement, il n'y avait que des mains droites, aucune main gauche. Et nous avons découvert qu'un ancien rituel très sombre avait eu lieu à cet endroit. L'art et les contes de l'Égypte ancienne parlent d'une cérémonie au cours de laquelle les guerriers présentaient la main droite de leurs adversaires comme preuve de leur victoire et demandaient de l'or en échange. Les Égyptiens croyaient en une vie après la mort, et couper la main de quelqu'un revenait à lui ôter son pouvoir pour l'éternité. S'assurer ce type de victoire était intéressant pour les guerriers. Dans le cas qui nous occupe, le combat avait opposé les Égyptiens aux Hyksos, qui vivaient dans ce qui s'appelait autrefois Canaan. L'Égypte a souvent été le théâtre de découvertes qui ont marqué l'histoire. Et il y a quelque temps, ce papyrus a été retrouvé. Quand on le déploie, il est un peu plus grand qu'un gratte-ciel. Le plus petit gratte-ciel du monde, d'accord. Celui de Wichita Falls, au Texas. À l'époque, les humains n'écrivaient pas sur leur téléphone, ils écrivaient sur cette chose, fabriquée à partir de la moelle du souchet papyrus. Il y a environ 2000 ans, les anciens Égyptiens ont composé quelque chose qui ressemble à un livre. Ils y ont décrit la plupart de leurs traditions funéraires et leur vision de l'au-delà. Ce manuscrit est considéré comme l'un des textes les plus importants de l'Égypte ancienne et il est encore vendu en librairie à ce jour. Il a été exhumé d'une chambre située juste au sud de la pyramide de Djeser, à Saqqara. Eh oui, Djeser est la pyramide la plus ancienne d'Égypte. Ce ne sont pas celles de Gizeh, comme le pensent la plupart des gens. Récemment, le site de Saqqara a été pris d'assaut par des archéologues super enthousiastes qui ont trouvé l'une des plus anciennes momies intactes d'Égypte. Ils pensent à que cette momie bien conservée est la dépouille d'un homme fortuné. Elle a été découverte dans un puits profond, recouverte de plusieurs couches de feuilles d'or. De nombreux symboles montrent qu'il s'agissait d'un homme important et riche, comme le bandeau qu'il porte sur la tête, le bracelet sur sa poitrine et le fait qu'il ait été embaumé avec une tunique, ce qui était réservé à la fine fleur de l'Égypte. Mais le plus cool dans cette découverte, c'est que le lieu de repos était toujours scellé au mortier, soit dans l'état dans lequel les Égyptiens l'avaient laissé il y a 4300 ans. Cela peut paraître étrange, mais en 2008, des archéologues ont découvert une pyramide manquante. Elle a disparu parce qu'elle s'est tout simplement détériorée en l'espace de 4000 ans. Aujourd'hui, on ne voit plus que sa base. C'était un site très important dans l'Antiquité. On dit qu'autour de la pyramide, les anciens organisaient une cérémonie très particulière, au cours de laquelle les grands prêtres portaient les restes momifiés de taureaux sacrés. Voici un fait amusant. Les anciens Égyptiens croyaient que les taureaux étaient des incarnations terrestres de la divinité de la ville de Memphis et qu'ils étaient liés au rite de fertilité. Mais il ne s'agissait pas de n'importe quel taureau. Ils devaient être entièrement noirs, avec une seule marque blanche entre les cornes et tout un tas de caractéristiques très spécifiques. Ils étaient sélectionnés par les prêtres locaux et honorés jusqu'à leur mort. Ensuite, ils étaient momifiés et enterrés dans des galeries souterraines. Cette pyramide manquante a disparu vers le XVIIIe siècle. C'est un archéologue allemand qui l'a découverte pour la première fois dans le village de Saqqara. Il l'a nommée la pyramide décapitée lorsqu'il l'a vue pour la première fois. Mais des années après sa découverte officielle, le sable du désert est venu la recouvrir. On a procédé à quelques fouilles, entre le 19e et le 20e siècle, mais pas de manière systématique. C'est pourquoi les scientifiques
ont été très contents le jour où ils ont déterré la base entière de la pyramide après avoir retiré le monticule de sable de 8 mètres qui la recouvrait. Et saviez-vous que des archéologues américains fouillaient un cimetière égyptien qui pourrait contenir plus d'1 million de corps momifiés? Jusqu'à présent, les archéologues ont déterré environ 1700 momies. L'une des principales différences avec les autres momies égyptiennes classiques est que ces personnes n'étaient ni des rois ni des pharaons. C'étaient des gens du peuple ayant vraisemblablement vécu il y a 1500 ans, lorsque l'Égypte était contrôlée par les empires romains et byzantins. Le nom du cimetière est intéressant, la voie du buffle d'eau, au cas où vous voudriez y jeter un coup d'œil lors de votre prochain voyage. Outre les taureaux et les buffles, les Égyptiens de l'Antiquité aimaient aussi les babouins. Y a-t-il une logique dans tout ça? Au début du XXe siècle, des archéologues ont découvert un site rempli de babouins momifiés dans un endroit appelé la vallée des singes. Un animal n'aurait pas été momifié s'il n'était pas considéré comme important. Certains animaux étaient plus importants que d'autres, car ils étaient liés à des divinités spécifiques. Les chacals étaient liés à Anubis, l'ancien dieu de l'au-delà. Quant aux chats, ils étaient assimilés à la divinité féminine Bastet. Les babouins étaient très importants, car on pensait qu'ils étaient liés à Thoth, la divinité de la sagesse, et conseiller de Ra, l'une des divinités suprêmes de l'Égypte. Les archéologues ont découvert que ces babouins n'étaient pas très heureux. Ils pensent qu'on les gardait à l'intérieur, et qu'ils furent privés de la lumière du soleil pendant la majeure partie de leur vie. Ils souffraient d'une grave carence en vitamine D et étaient mal nourris. Peut-être que Thoth s'est mis en colère contre les gardiens de ces babouins, simple supposition. Les archéologues ne s'ennuient jamais en Égypte. Ils ont également trouvé des momies humaines avec des langues en or. Les Égyptiens étaient très attachés à la vie après la mort, et ils pensaient qu'avoir une langue en or pouvait aider une personne à parler une fois passée de l'autre côté. Un peu difficile sans doute, mais pourquoi pas. Certaines de ces momies furent placées dans des cercueils en bois avec des objets tels que des colliers, des poteries, des objets en or en forme de fleurs de lotus et de scarabées, et des iPhones. Je plaisante. Un nouveau temple a également été exhumé récemment en Égypte. Les scientifiques pensent qu'il était consacré à Zeus Cassios. Cette divinité serait un croisement entre Zeus, la toute-puissante divinité grecque, et le mont El-Kas. En fouillant la péninsule du Sinaï, en Égypte, les archéologues sont tombés sur 2 colonnes de granit rose qui sortaient du sol. Et bingo! Ils pensent que ces colonnes représentaient la porte d'entrée du temple et qu'elles se sont effondrées lors d'un tremblement de terre il y a de nombreuses années. Et puisqu'on parle de divinité, certaines sont moins sérieuses que d'autres. Récemment, des scientifiques ont déterré un anneau d'or dans une ville située au sud du Caire. Non, Frodon, il n'est pas magique. Il s'agit d'un anneau en or, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il est orné de la figure de la divinité de l'amusement, qu'on appelle Bès. Cette divinité est souvent décrite dans les textes sacrés comme un joyeux nain joufflu. Aujourd'hui, nombreux sont les tatouages dépourvus de signification et réalisés à des fins purement esthétiques. Dans l'Égypte ancienne, cependant, les femmes se faisaient tatouer afin d'être protégées au moment d'accoucher. C'est du moins ce que pensent les scientifiques. Dans la région du Nil, des chercheurs ont trouvé des momies dont les tatouages étaient bien conservés, ce qui est tout rare, car la peau se détériore très facilement. 2 de ces femmes s'étaient fait tatouer le bas du dos et les dessins étaient simples. Il y avait surtout des images, dont celle du nain joufflu dont nous venons de parler, Bès. Protéger les femmes lors de leur accouchement était donc apparemment son hobby. Me croiriez-vous si je vous disais que les anciens Égyptiens ont inventé les robots? Non. En effet, ce n'est pas tout à fait vrai. Bien sûr, c'étaient des astronomes, des mathématiciens et des ingénieurs. Mais ils sont également les auteurs d'une invention farfelue, une divinité automatisée que les scientifiques appellent Hathor. Cette statue en bois se trouvait depuis des années au Metropolitan Museum of Art, jusqu'à ce que quelqu'un remarque qu'elle avait un secret. À l'aide d'un scanner à rayon X, les spécialistes ont découvert un système mécanique à l'intérieur de la statue. L'axe en forme de poulie va de l'épaule de la statue à sa jambe gauche. Lorsque le système tourne, la statue lève et abaisse sa main, comme pour dire bonjour. Lorsqu'on se figure une scène épique dans le désert, avec son soleil écrasant, ses dunes infinies et ses oasis presque surnaturelles, il est naturel d'imaginer le mythique Sahara, n'est-ce pas? Pourtant,
Que diriez-vous si l'on vous apprenait qu'il y a 11 000 ans, cette vaste mer de sable brûlant avait une apparence radicalement différente? Bien sûr, personne n'était là pour en témoigner. Mais on raconte qu'à cette époque, ce que nous appelons aujourd'hui un désert était un véritable Éden, parsemé de lacs, de rivières, de prairies verdoyantes et même de forêts. Alors, où donc est passée toute cette eau? Il existe de nombreux récits sur ces temps anciens où les déserts étaient recouverts de jungles et de forêts luxuriantes, jusqu'à ce qu'un bouleversement, qu'il s'agisse de changements climatiques ou de séismes titanesques, transforme ces terres fertiles en dunes arides. Mais que penseriez-vous d'une hypothèse selon laquelle le Sahara aurait été transformé en désert par les activités humaines et des chèvres? Au fil des millénaires, le Sahara a connu des alternances marquées entre périodes humides et sèches, principalement en raison de légères variations dans l'inclinaison orbitale de la Terre, influençant la quantité de rayonnement solaire reçu par l'atmosphère. Il y eut même des phases appelées périodes humides africaines, où des pluies abondantes métamorphosaient ce paysage aride en un écrin de verdure éclatante. Cependant, entre 8 et 4500 ans avant notre ère, un phénomène inhabituel a bouleversé la région. Certaines zones sont passées d'un climat humide à un climat aride bien trop rapidement pour que cela puisse s'expliquer uniquement par des variations orbitales. En un laps de temps relativement bref, le Sahara verdoyant a laissé place au désert que nous connaissons aujourd'hui. Si vous interrogez les scientifiques sur la raison de ce changement, ils évoqueront sans doute une mauvaise paramétrisation des données. Ce jargon pourrait sembler nébuleux, alors permettez-nous de traduire. Cela signifie qu'eux-mêmes n'en sont pas sûrs et qu'il leur manque encore plusieurs pièces du puzzle. En analysant d'anciens échantillons de sol et de pollen, les chercheurs ont cependant relevé une tendance intrigante. Là où des pasteurs, des humains accompagnés de leurs bêtes domestiques, avaient dû séjourner, la végétation semblait se modifier. À croire que chaque fois que ces hommes et leurs troupeaux traversaient des étendues verdoyantes, ils ne laissaient derrière eux que broussailles et paysages désertiques. Quelle ironie! Il semble en effet que le surpâturage pratiqué par ces populations ait contribué à assécher l'atmosphère, car les plantes, en libérant de l'humidité, participent à la formation des nuages. Cette déforestation aurait intensifié l'ensoleillement, précipitant ainsi la fin des périodes humides. Par ailleurs, il est probable que nos ancêtres aient fait un usage excessif du brûlis pour accroître leurs terres, accélérant davantage l'avancée du désert. Quoi qu'il en soit, les scientifiques s'accordent à dire que ce Sahara luxuriant serait redevenu un désert, même en l'absence d'intervention humaine, un phénomène attribué au cycle naturel de la Terre. Inutile donc de faire reposer l'entière responsabilité de cette transition brutale sur l'homme. Ce changement pourrait simplement refléter les interactions entre la végétation et les cycles de poussière. Il reste difficile de déterminer les causes de ces changements, tant les facteurs sont interconnectés. Lors de la dernière période humide, le Sahara abritait des chasseurs-cueilleurs. Avec son assèchement progressif, ces populations se sont tournées vers l'élevage pour subvenir à leurs besoins, mais il est tout aussi envisageable que le surpâturage ait contribué à accélérer la dégradation des paysages. Alors, quelle est la véritable origine de ce phénomène? L'œuf ou la poule? Dans ce cas précis, l'humain ou la vache? Les preuves disponibles aujourd'hui ne permettent pas encore de trancher. De nos jours, on peut affirmer que l'eau ne constitue plus un problème insurmontable dans le Sahara, malgré son immensité désertique et le fait que l'air des forêts verdoyantes soit révolu. La technologie offre des solutions inédites, comme le bassin de Nubie, le plus vaste réservoir d'eau souterraine au monde. Ce trésor hydraulique, situé sous la bordure orientale du désert, s'étend sur 4 pays du nord-est de l'Afrique, le Soudan, le Tchad, la Libye et l'Égypte. Il couvre environ 2 millions de kilomètres carrés et contient près de 150 000 kilomètres cubes d'eau souterraine. Il suffit de voir les infrastructures déployées lors de sa mise en œuvre. C'est le plus grand projet d'irrigation de la planète, rendant possible une vie prospère au cœur du Sahara. Mais imaginez vivre dans le Sahara avec une unique source d'eau. Cela paraît inconcevable, n'est-ce pas? Pourtant, les anciens Garamantes y sont parvenus, non seulement en survivant, mais en prospérant pendant près d'un millénaire, malgré l'absence de moussons ou de rivières alimentant leurs refuges désertiques. Ces ingénieux pionniers ont été les précurseurs de la vie urbaine au cœur des sables, au point d'attirer l'attention des Romains, qui ne pouvaient qu'admirer leur génie. Tandis que beaucoup les considéraient comme de simples nomades, les Garamantes bâtissaient un véritable empire sous l'un des climats les plus hostiles de la planète. Mais quel était leur secret?
Ils ont fait preuve d'une remarquable ingéniosité en creusant un vaste réseau souterrain pour exploiter un aquifère de grès gigantesque. Ils extrayaient littéralement chaque goutte d'eau de la profondeur des dunes. Mais des études récentes révèlent que, bien qu'ils fussent laborieux et ingénieux, les Garamantes ont également bénéficié d'une bonne dose de chance. Les Garamantes disposèrent d'un aquifère souterrain qui acheminait l'eau jusqu'à une colline où ils mirent en place plus de 500 foggiaras, des systèmes d'irrigation remarquables, certains s'étendant sur plus de 4 km. Ces dispositifs fonctionnaient comme une paille, permettant l'irrigation de leur culture pendant près d'un siècle, d'autant que de faibles précipitations suffisaient à recharger le système. Cependant, le manque de pluie finit par épuiser cet aquifère. Pour en exploiter à nouveau les ressources, il aurait fallu creuser davantage de tunnels et mobiliser un plus grand nombre d'ouvriers. Une tâche complexe dans un contexte marqué par des pénuries alimentaires et hydriques. Vous devinez sans doute ce qu'il advint des Garamantes dans de telles conditions. La disparition de la culture garamante semble liée à plusieurs facteurs. Les changements climatiques ont probablement joué un rôle, mais il est également plausible qu'ils aient surexploité leurs réserves d'eau. À l'époque, le Sahara était une région fertile, grâce notamment aux ingénieux systèmes d'irrigation mis en place. Cependant, l'eau fossile étant une ressource non renouvelable, les nappes phréatiques s'asséchèrent progressivement, précipitant vraisemblablement le déclin de ce royaume dès la fin du 7e siècle. Ce déclin évoque l'histoire de quelqu'un qui remporte un énorme pactole, dilapide ses richesses et se retrouve à retourner à un quotidien bien moins enviable une fois ses économies épuisées. D'ailleurs, même si les Garamantes avaient laissé derrière eux quelques témoignages de leur sagesse, il est fort probable que nous ne parvenions jamais à en percer le sens. Nous ignorons la langue qu'ils utilisaient, et leurs textes demeurent à ce jour presque entièrement indéchiffrables. Revenons au Sahara vert. Ce désert s'est formé il y a environ 4500 ans, mais nous avons aujourd'hui un aperçu fascinant de la vie à cette époque grâce à des parcs naturels en Afrique. Ces lieux abritent une extraordinaire galerie d'art à ciel ouvert, avec plus de 15 000 peintures et gravures anciennes illustrant le quotidien des habitants d'il y a quelques 11 000 ans. Enfin, si les gravures ne suffisent pas et que vous souhaitez découvrir un véritable désert transformé en jardin fleuri, un voyage en Californie s'impose. Vous pourrez y observer l'un des plus beaux phénomènes naturels, la superfloraison. Imaginez une explosion de couleurs, orange, vert, rose, dans un désert aride après plusieurs années de pluie dans des zones habituellement sèches. Ce spectacle éblouissant, visible depuis l'espace, fait du désert un tableau vivant d'une rare beauté. Ce phénomène rare se manifeste également dans d'autres zones arides et déserts, notamment en Afrique de l'Ouest et australe, en Australie occidentale et au Chili. Ces régions, où les étés sont torrides et secs, bénéficient en hiver d'un air doux et humide, offrant un cadre parfait pour une floraison spectaculaire. Les graines de fleurs enfouies dans les sables du désert peuvent patienter pendant des décennies avant de germer. Lorsque le soleil brûlant élimine toutes les herbes et que des précipitations suffisantes viennent humidifier le sol, c'est comme si les graines décidaient que leur heure est venue. À ce moment-là, des centaines de milliers de touristes affluent pour immortaliser ces paysages et partager leurs clichés enchanteurs sur les réseaux sociaux. Hélas, cet afflux représente une menace sérieuse pour ces fleurs fragiles. Si vous visitez de tels sites, veillez à ne pas les cueillir ni les écraser. Restez sur les sentiers balisés. Ne laissez aucun déchet. Et limitez-vous à prendre des photos, tout en laissant seulement vos traces de pas derrière vous. C'est clair? Très bien. Imaginez que vous ayez réservé une excursion dans les jungles du Costa Rica. Tout à coup, vous tombez sur une énorme sphère de pierre, dont le diamètre fait presque 2 mètres. Comment diable est-elle arrivée là et que symbolise-t-elle? Vous interrogez immédiatement votre guide. Il n'est pas aussi étonné que vous, et vous explique qu'il y en a en fait plusieurs centaines disséminées dans le sud du pays. Ces mystérieuses sphères de pierre n'ont pas de nom officiel. Les habitants les appellent simplement Las Bolas, ce qui signifie boule en espagnol, tandis que les historiens les appellent les sphères d'Iquiz, du nom de la culture qui les a produites. Les scientifiques ont étudié les couches de sédiments de la Terre qui les entourent et estiment que les plus anciennes ont été fabriquées vers l'an 600 de notre ère et que les plus récentes datent de l'an 1000 de notre ère. De nombreuses sphères ont été déplacées après leur découverte initiale. C'est pourquoi les archéologues ont du mal à les dater avec précision. La culture d'Iquiz a complètement disparu peu après sa découverte par les Espagnols, au XVIe siècle. Contrairement aux Mayas et aux Aztèques,
Les mythes et légendes de ces peuples n'ont pas survécu et ne peuvent donc pas expliquer l'existence de ces mystérieuses sphères. Plus de 300 de ces boules ont été découvertes à ce jour, certaines mesurant moins de 2,5 cm de diamètre, les plus grandes mesurant jusqu'à 2 mètres de diamètre, plus hautes donc que la plupart des humains. Bien que certaines sphères soient en calcaire, la majorité d'entre elles ont été sculptées dans une variété de basalte, un type de roche qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Certaines sphères pèsent jusqu'à 15 tonnes et, dans la plupart des cas, leur surface est lisse au toucher, bien qu'il existe des pièces plus rugueuses, généralement inachevées. Si l'on écarte la théorie selon laquelle l'érosion fluviale aurait sculpté naturellement ces boules, il semble que ce soit d'anciens hommes qui les aient créées en martelant des blocs de pierre avec d'autres pierres. Une fois la forme approximative obtenue, ils polissaient la roche jusqu'à la perfection en utilisant des techniques telles que la fracture contrôlée et le meulage. Ces mystérieuses sphères se trouvent dans le delta du Dikis, sur la côte de l'océan Pacifique. La plupart d'entre elles ont été découvertes dans un lieu appelé Ferme 6, qui, avec 3 autres sites, a été proclamé site du patrimoine mondial de l'UNESCO en 2014. La zone contient d'autres découvertes de l'époque précolombienne, telles que des espaces pavés, des sites funéraires et des monticules. Pendant des siècles, les boules de pierre ont été cachées sous une épaisse couche de sédiments qui les protégeait des éléments et des pillards jusqu'à ce qu'elles soient remises au jour dans les années 1930. La société propriétaire du terrain défrichait la forêt tropicale pour y installer des bananeraies lorsqu'elle est tombée sur ces étranges ouvrages de pierre. Certaines ont été endommagées par des bulldozers, d'autres par des ouvriers qui tentaient de les ouvrir, pensant qu'elles contenaient de l'or. Il a fallu un certain temps avant que les autorités n'interviennent pour empêcher que les découvertes ne soient davantage endommagées. Doris Stone, la fille d'un cadre de la société propriétaire du terrain, a été la première à étudier les sphères. En 1943, elle a publié un article dans une revue archéologique américaine de premier plan, attirant ainsi l'attention du monde entier sur les boules. Des expéditions ont rapidement suivi, et les archéologues ont immédiatement pu déterminer que les formations de pierre étaient d'origine humaine, probablement créées par l'ancienne population indigène du Costa Rica. À ce jour, personne n'a été en mesure d'expliquer scientifiquement leur fonction. Cela signifie qu'il y a encore de la place pour les théories les plus folles sur l'origine et la véritable finalité des sphères. La théorie la plus populaire au sein de la communauté scientifique est que ces sphères de pierre servaient de décoration et de symboles sociaux, car nombre d'entre elles ont été retrouvées à proximité des habitations des chefs de tribu. Ces mêmes chefs étaient également enterrés avec certaines des plus petites boules. Ces sculptures étaient donc certainement associées au pouvoir d'une manière ou d'une autre. Ciseler un bloc de pierre à la perfection exigeait beaucoup de travail et de planification, et seuls les individus puissants pouvaient se permettre de telles commandes à l'époque. L'autre théorie la plus répandue est que les boules étaient utilisées pour l'observation astronomique. Les sphères individuelles représentaient des étoiles ou des planètes, formant comme une carte primitive du ciel nocturne. Comme elles étaient parfaitement rondes, il était facile de les faire rouler. Avant que la jungle ne les engloutisse, la région où elles ont été découvertes était une plaine alluviale plate, idéale pour faire rouler de grosses pierres. Une autre version de cette théorie suggère que les pierres étaient utilisées comme marqueurs de frontières, un peu comme les bornes modernes, qui sont elles aussi principalement faites de pierre. Enfin, les légendes d'autres tribus qui vivaient dans la région racontent que les sphères étaient des boulets de canon que la divinité du tonnerre utilisait pour chasser la divinité des vents et des ouragans. Nous ne connaissons toujours pas la fonction première des sphères du Costa Rica, mais elles restent un élément important de l'identité nationale du pays. Le musée national de San José, la capitale du Costa Rica, en possède 6 dans sa cour. De nombreuses autres sphères sont devenues des décorations de jardin, très prisées des habitants les plus fortunés. Il y en a même une à l'université de Harvard. Plus d'un millénaire après leur création, les mystérieuses sphères de pierre du Costa Rica sont toujours associées au pouvoir et à la richesse. En termes mathématiques, les sphères de pierre ne sont pas tout à fait rondes. On estime qu'elles sont presque parfaites, approchant la forme d'une sphère à 96%. Bien que ce chiffre soit impressionnant, les sphères du Costa Rica ne sont pas les seules de leur genre. Il y a près de 10 ans, des ouvriers ont découvert de mystérieuses sphères géantes en pierre dans les profondeurs d'une mine de charbon du nord de l'Asie.
La surface de ces sphères, qui mesurait un peu plus de la longueur d'un pas humain en diamètre, était exceptionnellement lisse. Et les gens se sont penchés sur la question pour tenter de comprendre ce dont il s'agissait. Certains étaient là persuadés que les boules venaient d'un autre monde, tandis que d'autres suggéraient qu'il s'agissait en fait d'œufs de dinosaures pétrifiés. Les scientifiques ont rapidement mis fin aux discussions. Il s'est avéré que les mystérieuses sphères étaient en réalité des concrétions. Il s'agit de formations rocheuses qui mettent des millions d'années à se former dans les profondeurs du sous-sol. Pensez à un caillou qui amasse de la neige en dévalant une colline. C'est ainsi que se forment les concrétions. L'eau souterraine, riche en sédiments et en minéraux, s'écoule autour de la concrétion, la façonnant lentement en un orbe parfait. Ce processus est assez courant dans la nature, mais en général, les concrétions sont assez petites. Les sphères trouvées dans la mine de charbon avaient atteint cette taille dans un sol riche en minéraux, et elles étaient suffisamment grandes pour intéresser la presse et le grand public. Un autre cas possible de concrétion est celui des imposantes sphères de pierre retrouvées dans la vallée de Visoko, en Bosnie. Semir Osmanagić, que l'on a surnommé l'Indiana Jones bosniaque, a été le premier à étudier ces objets dont la largeur équivaut à celle d'un autobus londonien. Il pense que ces boules de pierre ont été sculptées par une civilisation disparue qui vivait dans la région il y a 1 millier d'années. La couleur rougeâtre des orbes prouve cependant qu'il s'agit bien de concrétions, riches en fer. Les Moki Marbles, découverts dans l'Utah rural, ont une couleur similaire à celle des sphères bosniaques. Ces minuscules concrétions, de la taille d'une bille, sont constituées d'un noyau de grès et d'une coquille d'hématite, un minerai de fer. En Afrique du Sud, des mineurs ont découvert les sphères de Klerksdorp, dont la forme et la taille sont similaires à celles des Moki Marbles. La seule différence est que celles-ci se sont formées à l'intérieur de sédiments et de cendres volcaniques. Parmi les petites sphères créées par l'homme, les plus intrigantes sont probablement celles que l'on trouve sur certaines îles grecques. Des scientifiques ont découvert 700 pierres plus petites que des balles de golf près du site de l'âge du bronze d'Acrotyrie, sur l'île de Santorin. Ils pensent que ces objets ont entre 3600 et 4500 ans. En comparant toutes les variations de taille et de couleur de ces pierres énigmatiques, les archéologues ont conclu qu'elles auraient pu faire partie du plus ancien jeu de société jamais fabriqué. Avec l'aide de l'intelligence artificielle, les scientifiques tentent aujourd'hui de comprendre les règles de ce jeu. Imagine que tu découvres une ville antique sans même avoir à quitter le confort de ta maison. En 1963, c'est exactement ce qu'a fait un homme dans la province de Nevşehir, en Turquie. Alors qu'il était en train de rénover sa maison, il a abattu un mur dans son sous-sol et a découvert une pièce mystérieuse. Il a continué à creuser et a vu un tunnel. C'est ainsi que la ville souterraine de Derinkuyu a été mise au jour. Derinkuyu est l'une des cités souterraines les plus profondes de Cappadoce et de toute la Turquie. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie compte 8 étages et les habitants avaient accès à des caves, des entrepôts, des chapelles, une école, une salle d'études et bien d'autres structures. Tous les étages sont connectés par un vaste réseau de tunnels. On pense que cette ville souterraine a été construite pour servir d'abri, puisqu'il est impossible de distinguer la construction de l'extérieur. Sa profondeur est d'environ 85 mètres et le complexe était suffisamment grand pour abriter environ 20 000 personnes, ainsi que leur bétail et leurs réserves de nourriture. Il y a également un puits d'aération long de plus de 50 mètres. Les gens l'utilisaient à la fois pour la ventilation et comme source d'eau potable. Le puits fournissait ainsi de l'eau aux villageois de la surface et à ceux qui se cachaient dans la ville souterraine. Il est intéressant de noter que les habitants des niveaux inférieurs pouvaient couper l'accès à l'eau des niveaux supérieurs ainsi que de la surface. L'eau était ainsi préservée de tout risque d'empoisonnement. L'endroit a été conçu comme une véritable place forte. Les tunnels pouvaient être bloqués de l'intérieur par d'énormes portes roulantes de pierre et les passages étaient extrêmement étroits. Les envahisseurs potentiels devaient donc pénétrer dans les tunnels un par un. On dirait qu'ils avaient pensé à tout au 7e siècle avant notre ère. Les archéologues pensent que ce sont les Phrygiens qui ont construit les premiers étages. Après eux, la structure a été mise à profit et encore améliorée à l'époque romaine. C'est à ce moment que les chapelles ont été ajoutées. L'âge d'or de Derinkuyu se situe cependant durant l'ère byzantine. Mais comment ces gens ont-ils réussi à créer de pareils tunnels?
La roche dans laquelle ils ont été creusés n'avait rien d'ordinaire. Il s'agissait d'une roche volcanique remarquablement tendre. Elle est apparue des suites d'un processus géologique qui avait commencé il y a des millions d'années. Les éruptions volcaniques ont alors recouvert la région d'une épaisse couche de cendres, et ces cendres se sont ensuite agglomérées pour former cette roche tendre. Lorsque les forces naturelles du vent et de l'eau ont érodé les parties les plus friables, seuls les éléments durs sont restés. Fait amusant, les cheminées de fées sont également constituées de roches volcaniques tendres aux formes complexes. Mais celles-ci se sont formées naturellement, sans aucune intervention humaine. Nous sommes toujours en Turquie, mais cette fois, notre destination est Çanakkale, où un mythe a pris vie. Pendant 3000 ans, on a cru que l'Iliade d'Homère n'était que pure fiction et que Troie n'avait jamais existé. En 1863, tout a changé. Frank Calvert, un Britannique expatrié, a découvert des ruines antiques dans l'ouest de la Turquie. Il était convaincu qu'il s'agissait de l'ancienne ville de Troie. Heinrich Schliemann, quant à lui, a étudié la région en 1868. C'est alors que Troie est revenue à la lumière après tous ces siècles. Troie présente des strates complexes. Au fil des ans, 9 cités antiques ont été érigées les unes sur les autres. Selon les historiens, la région occupait une position stratégique entre l'Europe et l'Asie, ce qui lui a permis de devenir un centre commercial et culturel prospère. Cette position clé a rendu Troie attrayante tout au long de l'histoire. Après le conflit troyen, cependant, la ville a été abandonnée entre 1100 et 700 avant notre ère. Des colons grecs ont ensuite redécouvert la région et Alexandre le Grand y a régné pendant un temps. Les Romains ont ensuite pris la ville. Et en parlant de son histoire, la première chose que l'on voit en visitant le site est une réplique du cheval de Troie, faite de bois, provenant du film tourné en 2004. Notre prochain arrêt est la ville de Lothal. Dans les années 1950, Lothal et plusieurs autres sites arapéens ont été retrouvés en Inde. Ces provinces ont repoussé les limites connues de la civilisation de la vallée de l'Indus. Lothal était une partie importante de la civilisation arapéenne. Elle possédait de vastes champs de coton et de riz. De plus, il s'y trouvait une manufacture de bijoux perlés, fabriqués à partir de pierres semi-précieuses comme l'agate. Beaucoup de ces perles ont été retrouvées plus tard en Mésopotamie, ce qui prouve que Lothal était un port commercial prospère. Les archéologues pensent que la ville faisait partie d'une ancienne route commerciale. Des traces d'agriculture? Oui. Des traces de commerce? Absolument. Et quoi d'autre? Des vestiges de bâtiments résidentiels, de rues, de trottoirs et d'égouts. Un véritable plan d'aménagement et un exemple frappant des débuts de l'urbanisme. La ville était fort bien conçue et il s'y trouvait même des maisons complexes. Certaines d'entre elles comptaient jusqu'à 6 pièces, des salles de bain, une grande cour et même une véranda. Lothal possédait également le plus ancien port connu au monde. Il reliait la ville au fleuve Sabarmati et à sa route commerciale. L'ancienne cité maya de Calakmul est située dans le sud du Mexique, dans la forêt tropicale des Tierras Bajas. Du 6e au 9e siècle, Calakmul comptait plus de 50 000 habitants. Il y avait là une place centrale entourée de faubourgs extérieurs. Et si l'on additionne les habitants de cette périphérie et ceux qui vivaient au centre, Calakmul comptait pas moins d'1,5 million d'habitants. Cette ville aura été habitable pendant près de 12 siècles. On pense que ce lieu comptait plus de constructions que tous les autres sites mayas retrouvés dans la région. Ce n'est qu'après l'an 1000 de notre ère que la civilisation maya s'est effondrée. Ainsi, le peuplement qui était autrefois le centre névralgique de la Mésoamérique a été presque complètement abandonné. L'ancienne cité se trouvait au cœur de la seconde plus grande forêt tropicale d'Amérique. Et le site est bien préservé, si bien qu'aujourd'hui, si tu le visitais, tu n'aurais aucun mal à te représenter la vie des anciens Mayas. Les vestiges de la ville comprennent des complexes architecturaux et des monuments sculptés, des systèmes défensifs, des carrières, des réseaux de distribution de l'eau, des terrasses destinées à l'agriculture, des pyramides massives, ainsi que des palais, sans oublier une variété d'ornements et d'objets divers. Cela prouve que des sociétés complexes, organisées en États, vivaient dans cette forêt tropicale. Les Mayas rendaient souvent hommage à la nature dans leurs fresques, leurs poteries, leurs sculptures, leurs rituels et même leur alimentation. Passons maintenant à un endroit que les gens ne croyaient même pas exister. La cité de Tonis Héracléion n'apparaît que dans quelques inscriptions et textes anciens.
Il s'avère qu'elle attendait d'être découverte depuis des milliers d'années. Les scientifiques ont fouillé la majeure partie de la côte égyptienne. C'est alors que l'archéologue Frank Goddio et son équipe ont détecté un visage colossal qui les regardait depuis le fond marin. La cité antique d'Héracléon a été découverte complètement submergée à 6 km des côtes d'Alexandrie. Dans les ruines de la cité perdue se trouvaient 64 navires, 700 ancres et un monceau de pièces d'or. Les archéologues considèrent que les vestiges du temple, flanqués d'une statue de 5 mètres de haut, sont les découvertes les plus importantes de cette expédition. Il y a longtemps, la cité organisait des cérémonies et des fêtes dans le temple d'Amon. Les ruines et les objets retrouvés sont faits de granit et de diorite et sont donc restés en bon état, même après avoir été au contact de l'eau pendant des siècles. Ils donnent un aperçu de ce qu'était la vie il y a 2300 ans, dans l'un des plus importants ports commerciaux au monde. La ville disposait d'un réseau de canaux. On peut la comparer à une sorte de Venise de l'Égypte ancienne. Et ces canaux reliaient de nombreux ports et points d'ancrage. Des tours, des temples, des maisons et d'autres structures étaient également connectés par des ponts. Tonis Héracléon était le principal comptoir du pays pour le commerce et la collecte d'impôts. Personne ne sait vraiment comment la ville s'est retrouvée submergée, mais les archéologues l'attribuent à des causes naturelles. À la fin du IIe siècle avant notre ère, probablement à la suite d'une inondation, Héracléon a été recouverte d'eau. C'est alors qu'Alexandrie, la ville fondée par Alexandre le Grand, est devenue plus glorieuse qu'Héracléon. Avant la renommée de celle-ci, Héracléon était le principal port d'entrée en Égypte. Ainsi, après la catastrophe, de nombreux navires faisant cap sur Héracléon ont dû changer d'itinéraire pour se diriger vers Alexandrie. Héracléon a alors sombré dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte en 1933. Mesa Verde est un parc national américain situé dans le Colorado. Ce parc représente la plus grande réserve archéologique des États-Unis, avec plus de 5000 sites, dont 600 habitations à flanc de falaise. Mesa Verde signifie « la table verte » en espagnol. Elle doit ce nom à la forme des montagnes de la région, avec leurs sommets plats et leurs flancs abrupts. Le parc est un site archéologique de l'ancien peuple des Anasazi. À partir de 7500 avant notre ère, un groupe de paléo-indiens nomades a vécu de façon saisonnière à Mesa Verde. Ils étaient chasseurs, cueilleurs et cultivateurs, et ce sont eux qui ont construit les premiers pueblos de la région. À la fin du XIIe siècle, les habitants de Mesa Verde ont commencé à construire des habitations massives à même la falaise, qui sont aujourd'hui les structures les plus connues du parc. On a tous eu peur du noir à un moment de notre vie. Pas vrai? Te rappelles-tu te faire border par l'un de tes parents après qu'il t'ait lu un conte de fées effrayant avec des monstres, des dragons ou même des dinosaures? Quand ils étaient sur le point d'éteindre la lumière et de sortir silencieusement de ta chambre, tu t'en souvenais. Et s'il y avait quelque chose de caché sous ton lit? Ou pire, si une créature effrayante était cachée dans le placard? Tu pouvais te lever et vérifier, mais il faisait bien trop sombre. Ne serait-il pas formidable d'avoir une source de lumière qui viendrait de l'intérieur de notre corps et qu'on pourrait utiliser à volonté dans le noir? Malheureusement, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais il existe plusieurs créatures qui peuvent s'éclairer elles-mêmes. C'est grâce à un petit truc que les scientifiques appellent la bioluminescence. Les animaux vivant dans la mer ont plus souvent tendance à avoir ce talent que les autres. Et on peut trouver ces créatures n'importe où, près de la surface ou au fond des océans, à 4000 mètres de profondeur si tu aimes les chiffres. Ces créatures utilisent leur lumière pour faire de nombreuses choses, comme communiquer avec les autres membres de leur espèce, attirer des proies ou effrayer leurs ennemis. La bioluminescence est la capacité d'un organisme à émettre sa propre lumière grâce à la chimie. Ces animaux utilisent essentiellement deux substances, l'une appelée luciférine et l'autre luciférase. Ajoute un peu d'oxygène et boum, ça fait de la lumière. Si tu te demandes si quelqu'un a jeté un bâton lumineux dans l'océan, regarde si cette lumière est bleue, verte ou même rouge. Elle est même généralement répartie sur une grande surface ressemblant parfois à des paillettes ou à un ciel étoilé. Cette atmosphère romantique est due aux calmars, aux petits crustacés et aux algues. J'ai un autre phénomène inhabituel pour toi. Que dirais-tu d'une chute d'eau dorée?
Sérieux, ça existe vraiment, et c'est un phénomène naturel. Pour la voir, il faut aller au parc national de Yosemite, à Horsetail Fall. Assure-toi de planifier ton voyage en hiver ou au début du printemps, car c'est le seul moment de l'année où tu pourras voir cet impressionnant phénomène. Il n'y a pas besoin d'explications scientifiques. Ce n'est rien d'autre que la lumière du soleil au crépuscule qui illumine la chute d'eau de telle manière qu'elle prend l'apparence d'une rivière de lave. Ou d'or, à toi de voir. C'est la raison pour laquelle, à cette époque de l'année, cette chute d'eau est également appelée la chute de feu. Malheureusement, ce phénomène devient de moins en moins visible avec les années, principalement à cause de la sécheresse et d'autres problèmes liés à la fonte des neiges. Donc si tu t'y rends, garde toujours un œil sur la cascade, car l'effet est très bref. As-tu déjà entendu parler d'un orage sale? C'est ce qu'on appelle aussi la foudre volcanique. Apparemment, les spécialistes qui étudient ce phénomène n'ont pas encore bien cerné de quoi il s'agit. Lorsqu'un orage ordinaire se produit, des particules de charge positives et négatives entrent en collision, créant une étincelle géante que nous appelons éclair. Cela produit aussi beaucoup de bruit, le tonnerre. Mais quand un volcan entre en éruption, certaines particules de cendres volcaniques se chargent électriquement. Étant projetées dans les airs avec une force énorme, elles entrent en collision et provoquent des décharges électriques. Ceci donne l'impression qu'il y a des éclairs provenant du volcan lui-même. Imagine toutes ces cendres, ces gaz et cette fumée sortant du cratère et ajoute-y des éclairs. L'ensemble est vraiment spectaculaire. Maintenant, que penses-tu de nuages qui ressemblent à des vagues? On les appelle asperitas. Ils sont généralement assez proches du sol, contrairement aux nuages habituels. Leur nom vient du latin aspero, qui se traduit par rêche ou inégal. En de rares occasions, on peut voir de tels nuages par temps calme. Ils sont surtout associés aux orages. Ces nuages apparaissent lorsque les conditions atmosphériques sont instables et étonnamment, ils ne produisent pas de pluie. Même s'ils ressemblent à des nuages d'orage, ils créent également des motifs aléatoires, trompant nos yeux en leur faisant croire que nous regardons la surface de la mer depuis le fond de l'eau. D'autres nuages impressionnants sont les mammatus. Ce qui les rend si particuliers, c'est une série de renflements émergeant de la base de chaque nuage. Quand ces nuages atteignent un niveau de l'atmosphère où la direction du vent change, ils forment ces motifs ressemblant à des vagues dans le ciel. L'Australie est l'endroit idéal si tu aimes le surf. Mais toutes les vagues que tu verras là-bas ne sont pas faites d'eau. Près d'une ville appelée Hayden, il y a une mystérieuse vague faite de roches. Cette formation granitique remonterait à 2,63 milliards d'années. C'est bien avant que les dinosaures ne commencent à fouler notre planète. D'une hauteur de 15 mètres et d'une largeur de 110 mètres, cette vague s'est formée à la suite de deux processus: la météorisation et l'érosion. Des sédiments tout mous se trouvaient à la base de Wave Rock ont été altérés par les eaux souterraines. Les vents et les pluies ont fait le reste du travail, provoquant l'érosion du reste de la formation. Ces rayures rouges, jaunes et grises sont constituées d'hydroxyde de fer, de carbonate et d'autres composés chimiques qui ont été emportés par la pluie. Maintenant que tu es en Australie, il y a un autre endroit qui semble irréel, mais il faudra le survoler si tu veux obtenir la meilleure photo. Dans la partie occidentale du pays, entourée de forêts vertes, se trouve une série de lacs. Ils sont tous d'une stupéfiante couleur rose vif. Le plus célèbre d'entre eux est le lac Hillier. Un réservoir d'eau de 600 mètres de long, il est entouré de sable et d'une forêt d'eucalyptus. Cela fait encore plus ressortir sa teinte cartoonesque. L'une des nombreuses théories expliquant la couleur de ces lacs mystérieux est liée aux algues. Ces dernières semblent comporter des taux élevés d'une substance appelée bêta-carotène qui contient un pigment rouge-orange. Une autre explication implique des halobactéries, des micro-organismes qui ont parfois une couleur rouge. Des fois que tu n'aimes pas voler, ces lacs sont également parfaits pour s'y baigner. Ils ne sont pas toxiques même s'ils contiennent beaucoup de sel. Cela signifie que tu peux y flotter facilement et l'eau n'abîmera pas ton maillot de bain.
En hiver, dans le nord du Canada, un phénomène étrange se produit au lac Abraham, dans l'Alberta. Sous la surface gelée, on peut apercevoir des formes bizarres ressemblant à des méduses congelées. Ce n'est absolument pas le cas, car ces formations effrayantes ne sont que des bulles de méthane gelées. Ce sont des poches de gaz qui ont été piégées sous l'eau après que le lac est gelé. Elles apparaissent lorsque des feuilles et de l'herbe tombent dans l'eau et que des bactéries se dégradent. Ce processus les transforme en méthane. Ce phénomène est aussi beau qu'il est dangereux, car ces poches de méthane peuvent facilement s'enflammer. Quand les températures remontent au printemps, la glace fond et ces bulles commencent à éclater et à pétiller. C'est très spectaculaire à observer. Imagine un lac de soda. Rappelle-toi simplement de ne pas apporter la moindre source de feu. Cela peut être dangereux pour les visiteurs. On peut observer ce type de lac dans tout le parc national de Banff, au Canada. La nature a souvent tendance à faire sa propre musique. Il suffit d'écouter le son des grillons la nuit ou le bruit apaisant d'une chute d'eau. Mais dans le comté de Bucks, en Pennsylvanie, un étrange phénomène géologique porte les vocalises de la nature à un tout autre niveau. Ces rochers s'appellent les Ringing Rocks, et les scientifiques ne peuvent toujours pas expliquer leur comportement inhabituel. Si on frappe ces pierres avec un objet lourd, comme un marteau ou une autre pierre, elles émettent un tintement comme si elles étaient creuses. Mais elles ne le sont pas du tout. Ce qui rend les Ringing Rocks encore plus étranges, outre le son mystérieux qu'ils émettent, c'est qu'aucun animal ne veut s'y attarder, même si ces rochers sont entourés d'une épaisse forêt. Les scientifiques n'ont pas encore réussi à déceler la moindre activité animale dans la région. Ce qui est encore plus frappant, c'est que malgré tous les arbres qui les entourent, on ne trouve aucune feuille sur ces rochers. La raison pour laquelle ces rochers sont si peu attrayants pour les animaux et la végétation reste un mystère. On dit que cet endroit regorge d'argent. Il y serait entreposé depuis des siècles, mais personne n'a réussi à l'emporter de cette île. Les chasseurs de trésors sont fascinés par cet endroit depuis 1795. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance à la recherche de ces richesses, peut-être cachées là des pirates espagnols ou par des templiers. Mais aujourd'hui, on ne peut plus s'y rendre, le lieu ayant été privatisé. Tout ce que l'on peut faire, c'est une excursion autour de l'île. Sinon, il est toujours possible de regarder l'émission de télé-réalité des frères Lagina, Rick et Marty, qui forment une équipe de passionnés à la recherche des trésors de l'île aux Chênes, en Nouvelle-Écosse, au Canada. Il semblerait qu'il n'existe aucun endroit au monde où les caméras de télévision ne peuvent aller. L'une des découvertes les plus célèbres est celle du puits au trésor. Malgré son nom prometteur, il n'était pas rempli d'argent. Remontons donc d'environ 2 siècles. Le puits au trésor fut découvert par un jeune homme de 16 ans en 1795. Un jour, Daniel McGuinness alla pêcher sur l'île aux Chênes. Il y vit un arbre. Évidemment, il s'agissait d'un chêne. Mais il portait des marques bizarres. Ces marques ne semblaient pas naturelles. Daniel décida donc de faire un tour dans la zone. Il aperçut alors un trou dans le sol et commença à creuser. 2 de ses amis l'aidèrent. Mais au lieu d'un trésor, les garçons ne trouvèrent que des plateformes de bois placées sous terre à intervalles réguliers. Ça ressemblait à une cachette pour de l'argent ou des bijoux, mais ils ne découvrirent rien de précieux. Cependant, il y avait quelque chose d'étrange au fond de ce puits. Quelqu'un y trouva une pierre de granit sur laquelle était gravée une inscription. Nombreux sont ceux qui ont tenté de la déchiffrer, mais la plupart ont échoué. Il en existe cependant une traduction. 40 pieds sous terre, 2 millions de livres sont enterrés. Oui, McGuinness et ses amis auraient dû creuser davantage. L'autre élément amusant du puits au trésor est la fibre de noix de coco qui s'y trouve. On dit que de grandes quantités de cette fibre ont été découvertes à une profondeur de 18 mètres. Cela ne te surprendra peut-être pas, mais je dois te rappeler une chose. L'île aux Chênes se trouve en Nouvelle-Écosse, au Canada. Les cocotiers n'y poussent pas. Les plus proches se trouvent à environ 2500 km de la Nouvelle-Écosse. Quelqu'un aura donc apporté cette fibre à dessein. Des chercheurs ont émis l'idée que la fibre de noix de coco aurait pu être utilisée pour fabriquer des cordes et descendre les trésors dans le puits. Ensuite, voici 2 étranges mystères.
À la fin des années 1800, la Oak Island Treasure Company inspecta et fouilla l'île de fond en comble. Tout le monde pensait que quelque chose d'énorme y était caché. Les hommes réussirent à creuser à 46 mètres sous terre, ce qui équivaut à 15 panneaux stop les uns sur les autres. Comme tu t'en doutes, ils ne trouvèrent pas les tonnes d'or et de diamants qu'ils espéraient. Mais ils découvrirent un manuscrit. Selon une théorie, il s'agirait d'un des manuscrits perdus de Shakespeare. Certains scientifiques pensent qu'il a été caché là par l'écrivain et savant Francis Bacon, peut-être le véritable auteur des œuvres de Shakespeare. Oui, une rumeur veut que ce soit Francis et non William qui ait écrit toutes ces pièces et ces sonnets. Mais cela n'a jamais été prouvé. Le puits au trésor est peut-être le puits le plus célèbre de l'île aux chênes. Mais ce n'est ni le seul, ni le premier. Avant sa découverte, les chasseurs de trésors avaient foré la terre dans la baie de Smith. Lors de la construction d'un barrage, ils trouvèrent une structure de bois. Elle avait la forme d'un U et portait des chiffres romains. Après analyse, les spécialistes affirmèrent qu'elle datait de 1769. Le puits au trésor fut découvert 26 ans plus tard. Ce fait a donné lieu à de nombreuses spéculations selon lesquelles cette structure aurait pu faire partie du puits au trésor que tout le monde recherchait. Maintenant, regarde cette pièce des Templiers. Ce n'était pas la première découverte sur l'île, mais elle fut cruciale. Même si cela ne semble pas très important aujourd'hui, à l'époque médiévale, ces pièces permettaient d'amasser une quantité incroyable de richesses. Elles étaient généralement stockées dans les forteresses européennes. Pour les chasseurs de trésors, cette pièce était extrêmement significative. La logique est simple. S'il y a une pièce de ce type, il doit y en avoir d'autres. Et ils avaient raison, cette découverte ne fut pas unique. On trouva un carreau d'arbalète sur la rive sud-ouest de l'île. Les experts estiment qu'il date du XIIIe siècle. Mais là encore, ce n'est pas ce que cherchaient les chasseurs de trésors. On découvrit d'autres pièces sur l'île. Rick et Marty Lagina sont tombés sur celle-ci dans un marécage. Elle est en cuivre et provient cette fois d'Espagne. Au départ, ils ne purent déchiffrer que le chiffre 8 sur sa surface. Mais plus tard, des experts se penchèrent dessus et affirmèrent qu'elle avait été fabriquée aux alentours du XVIIe siècle. Ils réussirent à bien la nettoyer et virent la date de 1652 gravée dessus. Selon une théorie, des explorateurs espagnols auraient trouvé un trésor mais l'auraient caché au lieu de l'apporter au roi. Il est donc possible que cette pièce soit tombée d'un coffre rempli de pièces et de bijoux et qu'elle fasse partie du trésor que tout le monde recherche. Ou peut-être que quelqu'un l'aura accidentellement perdu en cherchant le vrai trésor. Qui sait? Gary Drayton est un autre chasseur de trésors célèbre. Gary et son équipe, accompagnés de Rick Lagina, ont découvert 2 pièces de monnaie sur l'île. Il s'agit de pièces Britannia du roi Charles II datant du XVIIe siècle. L'une d'entre elles porte une inscription très nette, indiquant qu'elle a été frappée en 1771. Un autre trésor des marais, probablement d'origine espagnole, fut encore découvert. Il s'agit cette fois d'une bague en argent. Un spécialiste l'a étudiée de près et a affirmé qu'elle a été réparée 2 fois. L'anneau a été agrandi 1 fois et raccourci 1 autre fois. Il est orné d'un motif floral, très populaire dans l'Europe des années 1730. Parmi les autres objets mystérieux découverts par Rick et Marty, il y a un bouton d'argent. Il est assez ancien. Il remonterait au milieu du XVIIIe siècle, avant la découverte du puits au trésor. Cette découverte n'a donc pas été jugée très importante. Le bouton a pu simplement appartenir à un fermier qui élevait du bétail sur l'île. Il n'existe aucune preuve officielle qu'on ait jamais trouvé un coffre rempli de pierres précieuses et de pièces de monnaie sur l'île aux chênes. Mais quelques passionnés y ont trouvé des bijoux. Tout d'abord, ils ont trouvé une broche sertie d'une magnifique pierre rouge. Ils pensaient à tort qu'il s'agissait d'un rubis. Mais un expert a déclaré qu'il s'agissait d'un grenat. La broche est en argent et est plutôt ancienne. Les spécialistes pensent qu'elle a pu être fabriquée vers le XVIe ou XVIIe siècle. On a découvert une autre broche, sans pierres précieuses, mais ornée d'un motif complexe, le dessin d'une feuille et d'une corde. La feuille possède 13 pointes, ce qui a immédiatement éveillé la curiosité des chasseurs de trésors. Tout d'abord, un arbre à 13 branches est gravé sur un rocher de la côte nord de l'île. De plus, de nombreuses personnes pensent que le chiffre 13 était important pour les Templiers.
Nos passionnés ont également trouvé une broche non loin de l'endroit où vivait Daniel McGuinness, celui qui a trouvé le puits au trésor. La broche a été montrée à un expert, Charles Lewton Brain. Il leur a affirmé que ce bijou n'était pas serti de pierres précieuses. En fait, la pierre qui semblait être précieuse n'était qu'un morceau de verre. Il s'agit d'un verre riche en plomb, du cristal. Après analyse, on s'aperçut que la broche était partiellement en or. Les spécialistes affirment qu'elle date du XIVe siècle. Alors, s'agit-il du trésor que tout le monde recherchait? Les statues Moai se dressent fièrement sur l'île de Pâques depuis des centaines d'années. À l'époque, les habitants ont fait d'énormes efforts pour sculpter ces figures grandioses. Et puis, ils ont soudainement arrêté. Pourquoi? Essayons de percer ce mystère. L'île de Pâques, située à 4000 km à l'est de Tahiti, a une superficie de 163 km². À ce jour, c'est l'une des îles les plus isolées du monde. Autrefois, elle était couverte de forêts, remplies de différentes espèces d'arbres et fougères. Mais lorsque les premiers humains sont arrivés sur l'île vers l'an 400, les forêts ont lentement commencé à disparaître. Et à partir de l'an 1250 environ, les statues Moai ont commencé à apparaître un peu partout. Les locaux les fabriquaient à partir de différents types de roches, cendres volcaniques compressées, basalte, trachyte et scories rouges. Comme il s'agit d'une île volcanique, ce sont tous les ingrédients que les créatures des statues utilisaient. Une fois que les bâtisseurs avaient terminé leur travail, ils recouvraient les statues de pierre ponce. Les visages des statues sont différents. Elles ont toutes des sourcils épais et de grands nez, mais avec des expressions distinctes. Leurs bras sont sculptés directement dans leur corps. Certains ont des chapeaux sur la tête. Il y a près de 900 statues sur toute l'île, et elles varient en taille. La hauteur moyenne est de 4 mètres, et les plus grandes atteignent 10 mètres de hauteur et pèsent jusqu'à 82 tonnes. Comme les statues ont tant de visages différents, il existe des théories selon lesquelles elles représentent et honorent des ancêtres, des chefs et d'autres personnages importants qui ont vécu sur l'île. Mais sans aucune preuve tangible, il est presque impossible de comprendre le véritable objectif des Moai. Autrefois, elles se dressaient magnifiquement le long de la côte, veillant sur les locaux vivant dans des villages. Et leur dos était tourné vers le monde des esprits de la mer. Lorsque les Européens ont découvert les statues Moai dans les années 1700, beaucoup d'entre elles étaient déjà tombées. Et la construction des statues s'était arrêtée bien plus tôt que cela. D'énormes efforts ont été déployés pour fabriquer ces statues. Les artisans experts passaient beaucoup de temps à les sculpter lentement avec des pioches rudimentaires. Une équipe contenant jusqu'à 6 personnes pouvait travailler dur pendant une année entière pour fabriquer une seule statue. Ensuite, ils devaient souvent la transporter jusqu'à son emplacement final sur l'île, sur une distance pouvant aller jusqu'à 18 km. Grâce à la datation en carbone, les experts ont réussi à déterminer que les statues ont commencé à apparaître vers l'an 1250. Et puis, soudainement, vers 1500, le processus s'est tout simplement arrêté. Les créateurs des statues ont simplement laissé leurs burins là où ils les avaient utilisés pour la dernière fois. Et seulement un quart de toutes les statues ont effectivement été placées là où elles étaient censées être. La moitié d'entre elles se trouvent encore dans les carrières, tandis que d'autres ont été laissées sur le sol à mi-chemin. Quelque chose s'est passé sur cette île, qui a conduit les habitants à se désintéresser totalement des statues. Il existe de nombreuses théories sur la raison pour laquelle cela a pu se produire, et elles sont principalement liées à la déforestation. Les habitants de l'île utilisaient peut-être du bois pour déplacer les statues à travers l'île, à l'aide de traîneaux et de cordes, ou de rondins pour faire rouler les statues, ou de radeaux pour les faire flotter. Le bois a fini par s'épuiser. Les arbres de l'île mettaient très longtemps à repousser, et les rongeurs mangeaient la plupart des graines. Les habitants utilisaient le bois à de nombreuses fins. Ils en avaient besoin non seulement pour des choses pratiques, mais aussi pour créer d'autres statues. Une autre raison pour laquelle les habitants de l'île ont pu arrêter de construire les statues pourrait être qu'ils se sont consacrés à d'autres projets. Les rocailles devenaient de plus en plus courantes avec une population croissante. Or, ces rocailles étaient excellentes pour le sol, le gardant au chaud et le fertilisant en même temps. Les insulaires consacraient beaucoup de temps et d'efforts à tailler ces rocailles, et ils n'avaient tout simplement plus assez de temps pour la construction et le déplacement des statues. Une autre théorie suggère que les croyances des locaux ont changé avec le temps. On suppose qu'autrefois, les habitants de l'île voyaient les statues comme un lien avec leurs ancêtres. Mais après un certain temps, les rituels décrivant une démonstration de force et d'endurance sont devenus plus répandus. Et avec ces rituels, les insulaires ont commencé à sculpter des images liées aux oiseaux de mer.
Ces derniers sont devenus le principal animal de l'île. Les gens ont commencé à croire que leurs ancêtres les regardaient à travers les oiseaux au lieu des statues. Il n'y avait donc plus de raison de construire les Moai. Quel que soit le degré de véracité de ces théories, le principal problème était que la petite île ne pouvait plus supporter une population croissante. Ce qui était autrefois une terre luxuriante couverte de forêts est rapidement devenu un paysage stérile. Pendant les premiers siècles, les gens dépendaient des ressources forestières. Mais l'agriculture a pris de l'ampleur quelque temps après 1550, lorsque les forêts ont disparu. Les tribus qui travaillaient autrefois ensemble pour construire les fantastiques monolithes ont fini par entrer en compétition les unes avec les autres. Dans cette lutte pour les terres et les ressources, les statues Moai ont été renversées, car les gens voulaient réduire leur importance. Au cours des siècles suivants, toutes les statues ont été renversées, mais pas toujours délibérément. Beaucoup sont tombées naturellement après avoir été négligées pendant si longtemps. Certaines ont même fini dans les eaux de l'océan entourant l'île. Elles y sont restées un certain temps. Mais certaines de ces statues ont connu une deuxième vie. Elles ont été réédifiées, offrant une magnifique expérience aux visiteurs du monde entier. Si tu fais un voyage jusqu'à cette île isolée, la première question que tu te poseras ne sera probablement pas de savoir comment les statues ont été construites ou déplacées. Ce sera plutôt comment diable quelqu'un a-t-il pu arriver jusqu'ici en premier lieu. C'était l'un des exploits les plus incroyables qui soient. Les Polynésiens ont sans nul doute fait des choses assez extraordinaires. Dès 1500 avant Jésus-Christ, ce peuple de marins a commencé à explorer le monde. Ils ont utilisé les inventions marines les plus avancées de leur époque. Ils ont traversé l'océan en catamaran et en bateau à balancier, en commençant par l'Asie du Sud-Est et en peuplant de nombreuses autres régions dans le Pacifique. Ils sont allés aussi loin que l'actuel Hawaï au nord en 900 avant Jésus-Christ et l'actuelle Nouvelle-Zélande au sud en 1200 avant Jésus-Christ. Et le voyage le plus lointain vers l'est a été bien sûr l'île de Pâques. En seulement quelques centaines d'années, ces premiers navigateurs ont peuplé une zone de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Ils mémorisaient simplement les endroits où ils étaient déjà allés, et de cette façon réussissaient à naviguer sur l'océan. Ils utilisaient un large éventail de techniques. Ils observaient le ciel lorsqu'ils se levaient et se couchaient, tandis que la nuit, les étoiles les aidaient. Si le temps était couvert et que les marins ne pouvaient pas s'orienter visuellement, ils utilisaient d'autres méthodes brillantes. Ils observaient notamment le mouvement des courants océaniques et les motifs des vagues, et prêtaient attention à la bioluminescence dans l'eau. Ces motifs les aidaient à trouver l'emplacement d'îles spécifiques. Ces marins comprenaient même comment les îles et les atolls au loin provoquaient des motifs d'interférence aérienne et maritime. Les oiseaux leur fournissaient aussi de précieux indices. Certains d'entre eux migraient sur de longues distances d'une île à l'autre, ce qui donnait aux marins une sorte de lien visuel pour leur itinéraire. D'autres types d'oiseaux avaient des périodes d'alimentation spécifiques. Les marins savaient quand et où ils chassaient et dirigeaient leurs bateaux en fonction des endroits où ces oiseaux se nourrissaient. Les Vikings ont sans doute reçu beaucoup trop de mérite par rapport à leurs aptitudes maritimes. Alors qu'ils utilisaient une boussole solaire, les premiers Polynésiens se fiaient uniquement à leur connaissance de la façon dont la nature elle-même pouvait les guider. Leurs compétences étaient si avancées qu'en 1769, le capitaine James Cook, un célèbre explorateur anglais, a même engagé un navigateur polynésien pour ses connaissances approfondies des mers. Et ce qui est encore plus surprenant, c'est que ce navigateur a dessiné une carte de mémoire. Elle couvrait une région de 3200 km de large. Dans cette région, il y avait 130 îles, et le navigateur connaissait 74 de ces îles par leur nom. Au début de leur voyage, le capitaine Cook a souvent ignoré les conseils du navigateur. Mais vers la fin de leur voyage, il a été très impressionné. Il a également reconnu les Polynésiens comme étant probablement le peuple le plus répandu sur Terre.